sur Educ TV, merci d'être avec nous à la une. Numérique au service de l'éducation. La formation des agents du secrétariat général de l'éducation nationale vise à moderniser l'administration et renforcer la maîtrise des outils numériques dans tout le ministère. Reportage à suivre. Et puis dans plusieurs provinces, le projet d'apprentissage et d'autonomisation des FIPAF sensibilise enseignants et autorités scolaires sur la lutte contre les violences basées sur le genre et les antivaleurs, objectif des écoles protégées et inclusives. Nous parlerons aussi de la relance de la décentralisation. La Première ministre mobilise les ministres pour redynamiser le processus et renforcer la gouvernance locale après plusieurs années d'interruption. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous débutons ce journal avec l'administration scolaire à l'ère du numérique. À Kinshasa, les agents et cadres du secrétariat général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ont entamé ce mardi une formation en informatique. L'objectif est de maîtriser les outils numériques pour moderniser l'administration du ministère. Réunis à la direction de l'organisation et de l'informatique DOI, ces agents et cadres du secrétariat général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ont débuté ce jour une formation de 15 jours sur le module MS Basique. Question de mettre à jour à l'ère du numérique, le secrétaire général AI qui a lancé les travaux a appelé les participants à s'approprier les nouvelles connaissances pour la modernisation de l'administration du ministère. Mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui à l'heure du numérique, où les technologies de l'information et de la communication constituent des leviers incontournables pour améliorer la gouvernance, la communication, la gestion administrative et la prestation de services publics. Dans ces contextes, il devient impératif que nos cadres et agents que vous êtes soient outillés pour répondre aux nouveaux défis de la modernisation de notre administration. Le directeur chef de service de la DOI, Godé Eyalé, souligne l'importance de cette formation. Et par rapport à la vision de la ministre d'État, Madame Raissa Madou, qui voudrait à ce que chacun de nous, chacun des agents et cadres au niveau central, avant d'arriver au niveau provincial, puisse avoir une certaine maîtrise, n'est-ce pas, des outils numériques, afin de pouvoir dupliquer cela au niveau provincial, voire national. Le souci, c'est de former nos agents et cadres qui soient en mesure de pouvoir, chacun ce qui le concerne, manipuler, ouvrir, fermer, manipuler aisément, n'est-ce pas, son ordinateur, afin de mettre sur l'ordinateur tout ce qui pouvait se faire sur papier autrefois. Les agents et cadres participant à cette formation vont apprendre l'initiation à l'informatique, Word, Excel pour améliorer leur rendement, et cette vague de formation va s'étendre à plusieurs autres directions et services pour une véritable numérisation du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté voulue par la ministre d'État, ministre de l'UNC. Et tandis que la modernisation avance sur le plan technologique, agents d'appoint de l'inspection générale ont tenu à exprimer leur gratitude. Dans une déclaration publique, ils remercient le président de la République pour la reconduction de la ministre d'État, Raissa Malou, et saluent le choix de l'inspecteur général Hubert Kimbonza qui s'est penché sur leurs revendications, notamment la clé de répartition de la prime pour fonction spéciale. Écoutons Christophe Mbemba, porte-parole des agents. La militante soucieuse du bon fonctionnement de ce sous-secteur porta son choix sur la personne de M. Hubert Kimbonza Sefou comme inspecteur général, chef de corps, avec pour mission de remettre de l'ordre, restaurer la paix et combattre les inégalités sociales. Aussitôt nommé, il va émettre 2 ordres de réquisition afin de réfléchir et proposer des solutions sur les différentes questions liées à nos revendications. Entre autres, audit du fichier paye des primes pour fonction spéciale, réajustement du barème de la prime pour fonction spéciale en faveur des agents d'appoint et la prise en charge
de toutes les unités non payées de la République. De ces points cités, le général chef des corps s'est impliqué personnellement en ayant 9 mois seulement. Nous avons bénéficié d'un premier réajustement à la hauteur de 23%, conformément à nos revendications. Nous considérons ces premiers actes comme un témoignage de bonne volonté de la part de l'autorité, un signal convaincant et motivateur de patriotisme. Cependant, nous sollicitons du gouvernement par l'entremise de notre autorité de tutelle la poursuite de cet élan en tenant compte de ce qui suit. 1. Le versement effectif de la prime à tous les agents non bénéficiaires au regard de l'enveloppe d'1 milliard de francs congolais prévus pour l'inspection. 2. Le respect intégral du barème proposé par la Commission à l'issue des derniers travaux du 27 au 28 mai 2025. 3. Prendre en compte les nouveaux cas constatés d'omission des camarades qui, dorénavant, touchaient leurs primes et ils ont constaté que depuis que le réajustement a été fait, leurs noms sont omis. Nous réaffirmons à cette occasion notre engagement à continuer à servir avec loyauté, discipline et dévouement pour une éducation de qualité et une citoyenneté responsable. Et toujours dans le cadre de la protection des élèves, la province de la Tchangou accueille des sessions de sensibilisation au Code 22 dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF. Autorités éducatives, personnel administratif, chefs d'établissement et enseignants sont formés sur les violences basées sur le genre, le harcèlement et les abus sexuels. La spécialiste VBG du PAF rappelle que ces formations sont un levier essentiel pour garantir un environnement scolaire sûr et inclusif. On écoute. Nous avons organisé d'abord la remise à niveau des formateurs provinciaux qui sont les sous-prophètes sur le code 22 qui est le code de bonne conduite du personnel enseignant, le code de conduite de l'agent public de l'État, le mécanisme de gestion de plaintes institutionnelles, là où nous avons donné aussi les particularités de PAF en termes de plaintes qui peuvent être générées par les activités spécifiques au PAF, notamment la construction des écoles, WOSH, etc. Mais également, nous avons parlé au cours de ces assises de la vulgarisation du numéro vert 178. Le numéro 178, c'est le numéro Allo École par lequel toute personne peut s'adresser soit au ministère, soit sur les activités du PAF, soit pour besoin d'information ou pour des besoins de plainte de toutes sortes. Alors nous avons également développé la matière sur le régime disciplinaire et au-delà de ça, nous avons développé aussi la matière sur les violences basées sur le genre, la sensibilisation pour la lutte contre l'exploitation sexuelle, l'abus sexuel et harcèlement sexuel. Et en définitive, notre intention dans la formation des formateurs au niveau provincial était que eux, à leur tour, qu'ils aillent remettre à niveau ou renforcer la capacité des chefs d'établissement des écoles publiques secondaires afin que chaque personnel enseignant puisse à la fin signer l'acte d'engagement à ce code 22 et c'était notre objectif. Même démarche dans le Kwilu où le projet PAF a permis de renforcer les capacités des acteurs éducatifs de la province éducationnelle Kwilu 1. Les autorités, enseignants et chefs d'établissement ont été sensibilisés aux mêmes thématiques pour assurer un suivi rigoureux de l'éducation des filles et renforcer la qualité de l'enseignement. Correspondance de Nicolas Kingwangwa. Dans la province éducationnelle du Kwilu 1, les projets d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF, mènent une campagne de sensibilisation cruciale auprès des acteurs éducatifs. L'objectif, vulgariser les codes 22 et lutter contre les violences basées sur le genre, l'exploitation et les abus sexuels, les harcèlements ainsi que d'autres antivaleurs en milieu scolaire. Mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et des nouvelles citoyennetés, les projets PAF visent à améliorer l'accès à l'éducation secondaire et la qualité de l'enseignement pour les filles dans plusieurs provinces du pays. Le ministère de l'Éducation nationale
et nouvelle citoyenneté a mis en place un projet intitulé Projet d'apprentissage et d'automatisation des filles, en sigle PAF. C'est pourquoi le projet procède à la sensibilisation et vulgarisation du code pénal auprès des acteurs provinciaux en vue. Cette série de formations, qui a débuté vendredi dernier, a d'abord ciblé les membres du comité provincial, puis les personnels administratifs et les sous-provèdes. Ces derniers auront à leur tour la charge de sensibiliser les chefs d'établissement qui transmettront ensuite ces connaissances aux enseignants. La sous-division urbaine de Bandundu a d'ailleurs déjà entamé ce processus. Selon les experts du PAF, cette démarche permettra aux acteurs éducatifs de mieux appréhender et respecter les codes vendés, garantissant ainsi un environnement d'apprentissage sain et équitable pour tous. Les projets PAF prévoient également des actions concrètes telles que la construction d'écoles secondaires équipées, des laboratoires et des blocs sanitaires adaptés aux besoins des filles, l'installation des dispositifs d'hygiène et d'assainissement, l'octroi des bourses scolaires filles et le recrutement de 5000 enseignantes dans 10 provinces éducationnelles de la RDC. Élèves, la rentrée scolaire 2025-2026 bat déjà son plein à l'Institut scientifique et pédagogique de la Victoire. Le préfet des études, Bernard Ndombe, veille quotidiennement au bon déroulement des cours et encourage les apprenants à déclamer le serment du citoyen. À l'Institut scientifique et pédagogique de la Victoire, la machine tourne déjà et il n'y a pas une seule seconde à perdre. Voilà l'adresse du préfet Bernard Ndombe Fouefoualoutou aux apprenants en ces débuts d'année scolaire 2025-2026. Il insiste également sur la maîtrise du serment du citoyen par les élèves. Le serment du citoyen. Moi, l'élève Turing Kanja, je jure de servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo, d'honneur et de respecter mes compatriotes. Pour Bernard Ndombe Fouefoualoutou, cette année, l'Institut scientifique et pédagogique de la Victoire va fonctionner sous les signes des réformes de la ministre d'État Raissa Malou, sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons fonctionner sous le signe de l'amélioration de la qualité de l'enseignement en nous impliquant dans le projet PAF qui est une grande innovation, de méga réformes au niveau du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, réforme initiée par la ministre Raissa Malou sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était toute faite pour le préfet Bernard Ndombe Fouefoualoutou de vanter le mérite de l'apprenante Wolongombe qui a été lauréate à la dernière édition d'examen d'État avec 72% des points pour toute la province éducationnelle de la Funa. Pour cet élève-là, Wolongombe, c'était prévisible parce qu'elle a commencé à faire des étincelles de la 7e jusqu'en 4e. Et je l'ai prophétisé que cette fille risque de faire de merveilles. Pour moi, ça ne m'étonne pas. C'est le fruit d'un bon encadrement, du sérieux de l'élève et de son intelligence. Ça n'étonne pas. Le préfet de l'Institut scientifique et pédagogique de la Victoire invite les parents qui retiennent encore les enfants à la maison à pouvoir les libérer pour l'école. Il conscientise les élèves à travailler avec acharnement et détermination pour être aussi les lauréats de demain. Même effervescence au groupe scolaire Patio à Kingasani. Une semaine après le lancement officiel, l'établissement affiche un engouement exceptionnel avec un afflux massif d'élèves. Réunis dans cette cour, ces apprenants du groupe scolaire Patio ont respecté le calendrier scolaire depuis son lancement. Nombreux de ces différentes salles de classe en train de suivre religieusement les cours leur dispensés par leurs formateurs pour préparer leur avenir, car dit-on, la jeunesse est l'avenir de demain. Ça, c'est la deuxième semaine. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, il y a plus d'élèves. Dans toutes les salles de classe, ils sont là présents parce que cette école prend le travail et l'excellence comme notre devise. Alors, ils ne peuvent pas rester à la maison. Quand ils ont récupéré les billets de vacances le 2 juillet, ils ont compris que le retour, c'était
le 1er septembre et tout le monde est présent. La deuxième semaine a répondu aux objectifs de l'école et surtout à la vision de notre ministère de l'Éducation nationale et à la nouvelle citoyenneté qui prône l'excellence, qui prône le travail, qui prône les valeurs éducatives pour cette année scolaire 2025-2026. Une réflexion qui va dans le même sens que celui de son collaborateur. La rentrée a toujours été effective dès le premier jour. Et cette semaine, c'est la deuxième. Et il y a un grand engouement, d'autant plus que même les effectifs sont vraiment gonflés. On a un pléthore d'élèves dans les salles de classe. J'ai vu des locales ou des salles où on a même un effectif de près de 80, 70 élèves. C'est déjà beaucoup. Une façon pour ces élèves d'inviter leurs camarades à regagner l'école. Nous demandons aussi à ceux qui sont hors de l'école, aux autorités étatiques, de les aider à pouvoir reprendre le milieu scolaire. Nous demandons aussi à ceux qui sont jusqu'à présent chez eux dans leur maison de reprendre l'école vu que la deuxième semaine a déjà débuté et il y a déjà les élèves qui sont déjà de retour à l'école. Le groupe scolaire Passio est une école catholique privée qui s'investit à offrir une bonne éducation à la jeunesse habitant la partie est de la capitale. Aux parents, de leur faire confiance car chaque année, les résultats sont satisfaisants. Dans la sous-division Kimbanseke 1, la rentrée a également été évaluée avec sérieux. Les personnels administratifs et enseignants ont participé à un atelier de renforcement de capacités sur la violence basée sur le genre. L'enjeu est de prévenir toute forme d'antivaleur et garantir des écoles sûres et inclusives. Venus de quatre coins de la sous-division Kimbanseke 1, ces personnels administratifs et chefs d'établissement sont venus participer à cette formation axée sur la lutte contre la violence basée sur les genres afin de mettre fin aux antivaleurs dans les milieux scolaires. Nous sommes dans la salle du groupe scolaire Passio, situé dans la province éducationnelle de la Tchangou. Albert Kasungo, sous-prophète de Kimbanseke 1 et formateur, revient sur la pertinence de cet atelier. Nous avions organisé l'atelier de renforcement des capacités. L'objectif est de sensibiliser les instructions sur la violation de VBG, violation basée sur les genres dans les milieux éducatifs. Une satisfaction totale pour l'assistance qui a témoigné de sa gratitude quant à l'organisation de cet atelier. Tout s'est passé de la bonne manière et nous pensons que nous sommes déterminés à nous engager sur cette voie pour que nous puissions réussir notre action éducative dans notre sous-division. L'organisation de cet atelier tombe à point nommé dans la mesure où, après que soient outillés les chefs d'établissement, eux à leur tour vont former les enseignants. Cela afin d'éviter tout abus sexuel dans les milieux scolaires. C'était étudiant. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. En RDC, cette journée prend une résonance particulière. Conflits armés, pauvreté et déplacements massifs continuent de fragiliser l'accès à une éducation sûre pour des millions d'enfants. À l'occasion de la célébration ce 9 septembre de la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques, l'éducation est en danger. C'est le constat alarmant du dernier rapport de l'ONU qui révèle une hausse préoccupante du nombre d'enfants non scolarisés à travers le monde. Qu'en est-il de la cause? L'insécurité, les conflits armés et la pauvreté qui forcent des millions de familles à se déplacer et privent le jeune de leur droit fondamental à l'instruction. Le rapport de l'ONU est sans rappel, les violences de toutes sortes font des écoles des zones de guerre plutôt que des sanctuaires d'apprentissage. Face à cette crise, l'organisation appelle à une mobilisation internationale et à un financement accru pour garantir des environnements scolaires sécurisés, même dans les situations d'urgence. Le 9 septembre, une date pour agir, cette date consacrée à la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée a un double objectif. D'une part, sensibiliser le public sur le sort des millions d'enfants pris au piège lors des conflits, une mission menée conjointement par l'UNESCO et l'UNICEF. Et de l'autre part, elle rappelle au gouvernement leur responsabilité de protéger les écoles et offrir une éducation de qualité, inclusive et équitable à tous, surtout aux plus vulnérables. Il s'y est de souligner que le rapport 2023 de l'ONU sur les enfants et les conflits armés dresse un bilan effroyable.
Le plus grand nombre de violations graves a été enregistré en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, avec 8544 incidents. La République démocratique du Congo arrive en deuxième position avec 4043 violations, suivi de la Somalie 2568, le Nigeria 2436 et l'Haïti 2269. La guerre en Ukraine a elle aussi eu un impact dévastateur, laissant un nombre considérable d'enfants ukrainiens hors du système éducatif. Ces chiffres rappellent l'urgence d'agir pour que les salles de classe ne soient plus des cibles, mais des lieux d'espoir et de reconstruction. Autre chose, Leadership Academia University a réuni étudiants, enseignants et jeunes leaders autour du thème « La méthodologie de la non-violence, action directe, structurelle et culturelle ». Martin Luther King III, invité d'honneur, a insisté sur l'importance de remettre l'homme au cœur de toute action pour une société cohérente et équilibrée. Sans plus tarder, je vais déclarer ouverte cette conférence et vous inviter à passer du temps avec nos éminents intervenants qui vont nous entretenir sur ce thème. Je dis, je vous remercie. Destiné aux étudiants, corps scientifiques et politiques, mais aussi à l'Assemblée de la jeunesse congolaise, cette rencontre avait pour objectif de remettre l'homme au centre de toute action sociale et politique. Pour l'orateur principal, Martin Luther King III, la société peut être comparée à une maison bâtie sur des fondations solides où la non-violence est la pierre angulaire des vivre ensemble et du progrès. La logique normale nous amène à réfléchir d'une certaine manière. La métalogique nous aide à entrer dans les profondeurs de ce que nous essayons de comprendre. À ce cas, nous avons la violence, la non-violence, les structurations sociales, professionnelles, les communautés qui doivent avoir des nouvelles normes pour savoir pourquoi on doit réfléchir au-delà de la norme. Les éminents professeurs et intervenants ont salué la pertinence des thématiques abordées lors de ces assises, tout en soulignant leur importance dans la construction d'une société plus juste et inclusive. Alors, je commence déjà par remercier le chef de l'État pour son haut patronage, mais aussi le révérend docteur Kawata. Il faudrait que ça concerne tout le monde, parce que Meta donne aussi l'idée de se dire que nous sommes tous impliqués dans la chose. C'est pas juste une logique à part. Et donc, on veut une métalogique parce que ça donne aussi l'idée de changement. Il faudrait qu'on aille vers un changement. Le recteur de cette alma mater, Daniel Kawata, a souligné que ce programme vise à fédérer l'homme autour d'un idéal commun, une société équilibrée où les valeurs de paix, de justice et de respect mutuel guident les actions à tous les niveaux. Côté gouvernance locale, la décentralisation reprend de la vigueur en RDC. La première ministre Judith Suminwa a relancé le comité interministériel de pilotage et de suivi, mobilisant plusieurs ministres pour accélérer la mise en œuvre de ce chantier stratégique pour le développement local. À la primature, la première ministre Judith Suminwa a relancé le processus de décentralisation en RDC. 5 ans après l'arrêt des travaux du comité de pilotage, cette reprise marque une étape cruciale pour redonner vie à un chantier longtemps en panne. Nous avons d'abord remercié Madame la Première ministre pour cette initiative qu'elle a prise en relançant les réunions du comité de pilotage, du comité interministériel, processus de mise en œuvre de la décentralisation. Ça faisait déjà plus de 5 ans que ces réunions n'étaient pas tenues. Au cœur des échanges, le transfert effectif des compétences aux provinces, la gestion des finances locales et le rôle encore fragile de la Caisse nationale de péréquation. Les ministres sectoriels ont été appelés à proposer des solutions concrètes face aux difficultés persistantes, notamment l'application de la rétrocession des 40% et la distinction à faire avec le programme de développement local des 145 territoires. Nous avons apprécié les propositions concrètes qui sont sorties donc, de cette réunion. On a par exemple responsabilisé la cellule technique qui d'appuyer à la décentralisation, de mener des réflexions en collaboration avec les autres ministères, les autres institutions au sein des ministères, pour que nous puissions par exemple voir là où nous pouvons toucher. On a même parlé de la Constitution, pourquoi pas? On peut toucher sur des textes qui peuvent bien régler ce problème, parce que parler de la rétrocession en entièreté de 40%, le ministre des Finances nous a montré, par exemple le contexte actuel ne le permet pas. Pour ce qui concerne la Caisse nationale de péréquation, qui est censée
corriger les déséquilibres au niveau des entités locales, on a dit de mener une réflexion qui ferait la part entre la considération qu'on a au problème, par rapport au problème du programme de développement local de 145 territoires, qui est un programme, et la caisse, comment elle pourrait être approvisionnée pendant que ce programme de développement local 145 territoires continue à se dérouler. Une prochaine rencontre est prévue en novembre pour affiner les recommandations. En présidant cette réunion, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté politique de faire de la décentralisation un outil de gouvernance efficace et un moteur de développement équilibré dans toutes les provinces. Dans le domaine économique, à Kinshasa, une mission technique du FMI prépare l'évaluation des engagements de la RDC. Infrastructures, réformes et contrats s'y combinent. Le gouvernement et les partenaires s'accordent sur un objectif clair, transformer la croissance en développement durable. C'est une étape cruciale pour les finances de la République démocratique du Congo. Kinshasa accueille une mission technique du FMI chargée de préparer l'évaluation des engagements économiques du pays envers l'institution des Bretton Woods. Nous sommes venus prendre nouvelles du ministère des ITPR. Nous avons rencontré le ministre pour voir l'évolution des activités dans son ministère, d'autant plus que c'est un ministère clé en termes d'infrastructures qui sont assez importantes pour le développement. Donc il nous a fait le point de l'évolution des grands travaux dans son ministère, y compris sur les projets supportés par le contrat SICOMINE. Au cœur des échanges, les chantiers d'infrastructures, routes, ponts, écoles et hôpitaux, avec un accent particulier sur le projet du partenariat sino-congolais, les fameux contrats SICOMINE. Pour le FMI, ces réalisations sont un test grandeur nature de la capacité du pays à transformer sa croissance en développement concret. Les échanges étaient très fructueux et comme je le disais tantôt, nous allons revenir bientôt, le mois prochain, pour la revue proprement dite, pour constater les avancées qui ont été réalisées dans les travaux. Un signal fort est venu de la délégation, la reconnaissance du travail du ministre John Banzalunda, apprécié pour sa maîtrise technique et sa défense des intérêts nationaux devant le partenaire. Cette revue, organisée à Kinshasa, apparaît comme un jalon décisif dans la coopération entre la République démocratique du Congo et le FMI, alors que le pays veut consolider ses réformes et accélérer sa marche vers une croissance inclusive et durable. Coupe du Monde 2026, cruel revers pour les Léopards qui ont été battus par les Sénégalais 3-2 après avoir pourtant mené 2-0. Les Congolais voient donc leur chance de qualification se compliquer malgré l'espoir encore permis par les prochaines échéances. C'est sur cette note sportive que s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.